Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Nous allons commencer ce webinaire dans quelques instants, le temps d'accueillir tous les participants inscrits à ce webinaire. Donc, je vois le nombre de participants augmenter au fur et à mesure. Donc, on va commencer d'ici quelques instants. Voilà, je pense qu'on va se stabiliser. Donc, nous allons commencer. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux pour ce webinaire consacré aux aides et contrats sur lesquels s'appuyer pour recruter ou être recruté, proposé par l'association OETH dans le cadre des journées indispensables. Les journées indispensables, qu'est-ce que c'est? C'est près d'une quinzaine de webinaires et près d'une vingtaine d'événements en région sur le terrain qui ont pour objectif d'accompagner à recruter sereinement des professionnels en situation de handicap, d'attirer et d'orienter des personnes vers les métiers de l'intervention sociale et du soin, et aussi de renforcer la coopération avec les prescripteurs et les accompagnateurs de l'emploi. L'idée étant de créer un écosystème vertueux avec les prescripteurs et accompagnateurs pour avoir un impact positif sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans notre secteur. Donc, le webinaire de ce jour s'inscrit dans ce cadre et aura pour objectif de vous apporter une lisibilité sur le rôle et l'intervention des différents acteurs dans le cadre du recrutement en alternance d'une personne en situation de handicap sur nos métiers et de l'articulation des différentes aides financières à mobiliser. L'association OETH, organisatrice de ces journées indispensables, porte l'accord handicap du secteur sanitaire et social associatif depuis 30 ans et à ce titre, elle développe une offre de services spécifique et innovante pour accompagner les entreprises du secteur à répondre à un objectif ambitieux d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, je m'appelle Maëlys Salvert, chargée de projet et de développement territorial à l'association OETH. J'animerai ce webinaire aujourd'hui et à ce titre, je remercie chaleureusement nos différents intervenants pour leur participation. Donc, je suis accompagnée de Karine Schmiel, directrice pôle inclusion alternance en travail social à FAIRE ESS, Richard Durbiano, conseiller emploi au sein du Cap Emploi de l'Hérault, Sylviane Leclerc, responsable alternance et partenariat à l'OPCO Santé, et enfin Christine Calvino, chef de projet à l'association OETH. Je remercie également ma collègue Amandine Munier, chargée de projet et développement territorial, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui essayera de répondre à vos questions au fil de l'eau. Donc, ce webinaire aura une durée d'1 heure. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire, comme tous les autres, prochainement en replay et podcast sur le site internet de l'OETH. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez cliquer sur transcription en direct pour accéder aux sous-titres de nos échanges. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions en direct via la boîte QR que vous avez dans votre barre de recherche, donc en bas de votre écran, et nous réserverons un temps de 10 minutes environ à la fin des interventions pour y répondre. Pour les questions auxquelles nous n'aurions pas eu le temps de répondre lors de ce webinaire, nous mettrons à votre disposition une FAQ, une foire aux questions, avec le replay que nous vous adresserons par mail. Je vous souhaite un excellent webinaire et j'espère que ça pourra répondre à vos attentes. Donc, pour commencer ce webinaire, Karine, Sylviane, Christine, Richard, pouvez-vous nous présenter très succinctement votre structure, son fonctionnement et son rôle d'appui dans le recrutement? Donc, je commence. Je suis Karine Schmiel, donc directrice d'un pôle inclusion alternance en travail social au sein de FAIRE ESS. FAIRE ESS regroupe 2 IRTS et 2 CFA. Un CFA intégré aux formations. Non, ça marche chez les spectateurs parce que moi, depuis mon téléphone, je me connecte. Donc, excusez-moi. Les inconvénients du direct. Oui. Donc, un CFA qui a été créé après la réforme de la formation professionnelle en 2018 et adossé aux formations à travail social, et un CFA spécialisé pour des jeunes qui sont sortants d'ITEP, d'IMPRO, pour les accompagner vers un premier niveau de qualification. Concernant le rôle d'appui à l'accompagnement au recrutement, nous avons également, comme beaucoup d'organismes de formation, des liens avec
le champ professionnel et une job tech qui permet aux employeurs de déposer et de nous solliciter pour les accompagner sur leur recrutement. Et nous avons également des dispositifs inclusifs qui, en amont des recrutements, accompagnent des parcours vers les métiers du travail social, notamment du type Oasis, emploi accompagné, synergie handicap sup. Merci beaucoup, Karine. Sylviane, je vous laisse. Donc, je vais prendre la suite. Donc, je suis Sylviane Leclerc, responsable alternance et partenariat au sein de l'OPCO Santé. L'OPCO Santé, c'est l'opérateur de compétences des structures relevant de la santé privée, dont le secteur associatif, dont la grande majorité des adhérents sont couverts par l'accord OETH. Le rôle de l'OPCO, c'est essentiellement, il y a 3 missions principales. C'est promouvoir et développer l'alternance, c'est financer les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. C'est également de promouvoir la formation et l'information pour les salariés des plus petites structures. Et c'est enfin accompagner les branches professionnelles constitutives de l'OPCO dans leur démarche de GPEC et de certification. Donc, nous sommes constitués en 13 délégations régionales avec 25 sites régionaux et la première entrée pour les structures relevant de l'OPCO Santé, c'est le conseiller emploi-formation qui est attitré à chacun des employeurs et qui est en première instance en fait la personne qui pourra vous accompagner sur vos problématiques de recrutement en alternance. Merci beaucoup. Christine, pouvez-vous nous présenter succinctement donc, votre fonctionnement, rôle, appui dans le recrutement et votre structure? Alors, donc moi, je travaille à OETH. L'association OETH existe depuis 1991. Donc, c'est l'accord, l'association porte l'accord. Donc, le premier accord relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur sanitaire, social, médico-social, privé à but non lucratif. L'objectif est de répondre de manière adaptée et spécifique aux exigences et particularités du secteur. Donc l'accord a été signé par les fédérations d'employeurs, FEAP, Croix-Rouge française et Nexem aujourd'hui, et aussi les organisations syndicales, et couvre aujourd'hui à peu près 17 000 établissements. Très concrètement, en fait, OETH assure la collecte de la contribution des établissements qui font partie de l'accord au regard de l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés, mais aussi et surtout apporte du conseil et des financements, donc toujours auprès de ces établissements adhérents, sur des actions qui visent notamment justement l'insertion des travailleurs handicapés, mais aussi le maintien dans l'emploi, et donc ce grâce aux fonds collectés. Et au-delà de ces aides financières également, OETH met en place des dispositifs, typiquement Oasis qui a été cité tout à l'heure, et on y reviendra, et de toute manière il y a un webinaire qui y est dédié, mais aussi des événements comme les indispensables justement pour favoriser véritablement concrètement le recrutement des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Christine. Et Richard? Bonjour, Richard Durbiano, je suis conseiller à dominante entreprise au sein du Cap Emploi 34. Le réseau Cap Emploi, c'est 98 associations nationales, donc il y en a au moins une par département. Notre rôle est d'accompagner vers et dans l'emploi les personnes en situation de handicap. Nous avons vécu un changement important puisque depuis le début de l'année dernière et avec un déroulement jusqu'à il y a le mois dernier, je crois, les différents Cap Emploi se sont rapprochés des pôles emploi pour créer le lieu unique d'accompagnement. Ce lieu unique d'accompagnement fait qu'aujourd'hui, tout demandeur d'emploi en situation de handicap, lorsqu'il est identifié en tant que tel, c'est-à-dire qu'il déclare à son conseiller Pôle emploi son titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il va être accompagné au sein des agences Pôle emploi par la team LUA, donc lieu unique d'accompagnement, qui est soit une équipe dédiée de Pôle emploi, qui est en train de monter en compétences et qui
aujourd'hui à la majorité de son portefeuille de personnes accompagnées en personnes en situation de handicap, donc il commence à bien connaître le handicap, et aussi Cap Emploi, donc les conseillers Cap Emploi qui sont directement en agence et qui vont intervenir en expertise handicap. Expertise handicap, donc on va accompagner les personnes lorsque le handicap survient et que les personnes ne sont pas encore dans la phase d'acceptation de ce nouvel état de fait, de ce nouvel état de santé. Le deuxième rôle de Cap Emploi, c'est aussi l'accompagnement, bien entendu, des employeurs qui souhaitent recruter une personne en situation de handicap, soit parce qu'ils ont identifié un candidat et qu'ils souhaitent savoir comment le recruter, soit parce que dans le cadre de l'obligation d'emploi ou dans le cadre d'une démarche sociétale, ils veulent recruter aussi une personne en situation de handicap ou simplement élargir leur sourcing. Nous sommes là pour accompagner les employeurs, les aider dans leur démarche de recherche de candidats en situation de handicap en partenariat avec nos collègues de Pôle emploi. Merci beaucoup à tous les quatre. J'aurais une première question pour Karine et Richard, à savoir en quoi les contrats d'alternance sont-ils des leviers dans notre secteur pour l'inclusion des personnes en situation de handicap? Karine, on ne t'entend pas. Tu as oublié le micro, Karine. Pardon, voilà. Donc, je vais commencer. Donc, d'abord, quand on parle alternance, je pense qu'il est important de préciser que ce vocable regroupe les contrats d'apprentissage, mais également les contrats de professionnalisation, et que ces contrats en alternance, les modalités pédagogiques d'alternance et ces contrats en alternance lient la pratique et la théorie et permettent de valoriser l'expérience des personnes qui sont recrutées selon ces modalités. L'alternance permet également de sécuriser financièrement les parcours et est un bon moyen d'accueillir dans la durée un futur collaborateur potentiel. L'alternance donne du temps pour installer une relation entre les équipes et entre les personnes accompagnées. En tout cas, c'est les retours que nous font les employeurs avec qui nous travaillons et qui, d'année en année, nous sollicitent pour les accompagner sur des recrutements de nouveaux apprentis. C'est le fait que les contrats s'inscrivent dans la durée, 2 ans, 3 ans, le temps de la formation. Donc, je disais que l'alternance permet de donner du temps pour installer une relation entre les équipes et les personnes accompagnées. C'est un vrai levier de fidélisation de potentiels professionnels. Alors, Mélisse est en train de se connecter. On te voit. Excusez-moi, vraiment, je suis absolument désolée. Alors, où en étions-nous? Excusez-moi. Donc, Karine a terminé son donc, concernant le levier, en quoi les contrats d'apprentissage, les contrats en alternance, sont importants pour les personnes. Merci. Je vais rajouter ma pierre à l'édifice, puisque quand on parle de contrat en alternance, c'est donc effectivement le contrat pro et le contrat d'apprentissage. Il y a quand même un point technique pour les personnes en situation de handicap bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire qu'on peut être apprenti à plus de 50 ans. Il faut savoir que majoritairement, c'est plus de 50% des personnes en situation de handicap inscrites comme demandeurs d'emploi qui ont plus de 50 ans. Donc, c'est effectivement dans la phase de reclassement que les personnes veulent apprendre un nouveau métier. La voie royale, c'est effectivement l'alternance. Pourquoi? Parce que quand on a 45-50 ans, on n'a pas obligatoirement envie de retourner sur les bancs de l'école. L'école, c'est loin, c'était compliqué, donc on n'a pas envie vraiment de repartir dans ce cadre-là. Et l'alternance, c'est à la fois du temps en entreprise, du temps en formation. Accessoirement, c'est un salaire et un contrat de travail qui peut aller jusqu'à 3 ans dans le cadre des contrats d'apprentissage. C'est un diplôme au terme et ça permet d'accéder à un nouveau métier choisi, tout en l'apprenant sur le terrain et en complémentant la formation qui est théorique à de la pratique terrain. Donc, c'est très intéressant pour les personnes. C'est aussi extrêmement intéressant pour les employeurs, puisque, comme l'a expliqué Karine, ça va être une manière de sécuriser un recrutement,
de prendre quelqu'un qui a un vécu professionnel, qui a donc déjà acquis pas mal de compétences dans ses anciens métiers et qui va rencontrer le milieu médico-social, but non lucratif, et qui à ce moment-là va monter en compétences et sera un futur professionnel. Je sais qu'aujourd'hui, vous connaissez les difficultés de recrutement qu'il y a aujourd'hui. C'est aussi une manière d'élargir son sourcing. Merci beaucoup à tous les deux. Sylviane, maintenant j'ai une question pour vous concernant l'OPCO. Quelle est l'intervention de l'OPCO Santé dans l'accompagnement des employeurs lorsqu'ils recrutent en alternance? Alors, effectivement, l'OPCO Santé a un grand rôle, comme je le disais en introduction, sur le financement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, mais ça, on y reviendra après quand on sera sur le volet financier. De manière qualitative, en fait, l'OPCO Santé, soit au niveau national, soit dans les territoires, met en œuvre différents événements et différents formats pour accompagner les employeurs dans la connaissance des dispositifs, mais aussi dans les éléments techniques liés à la constitution d'un contrat en alternance. Donc, le premier grand événement, en fait, qui a eu lieu au niveau de l'OPCO Santé, c'est la semaine de l'alternance, qui était un peu faite sur le même schéma que les événements que vous faites à OTH là actuellement. C'était un cycle en fait de webinaires sur différents sujets liés à l'alternance. Donc, il y avait eu 3 webinaires sur le contrat d'apprentissage avec les spécificités de chaque secteur. Donc, il y en avait eu un spécifiquement pour le secteur associatif. Ensuite, il y a eu également un webinaire pour les employeurs qui expliquait les clés de la bonne intégration d'un alternant dans une entreprise. Parce qu'on prend un alternant et encore plus si cette personne est reconnu travailleur handicapé ou porteur d'un handicap, il n'est pas question de lui dire bonjour et de le laisser sur son poste de travail. En fait, il y a des techniques pour l'accompagner au mieux. Et lors de cette semaine de l'alternance, on a également eu des événements de promotion qui sont plus là à destination des publics et des familles, en fait, pour promouvoir les métiers de la filière du soin et de la filière éducative. Donc ça, c'est ce qui démarre un peu tous nos événements autour de l'alternance. Actuellement, dans chaque délégation régionale, il y a ce qu'on appelle les grands rendez-vous de l'alternance. Donc là, ce sont des événements plus institutionnels, en fait, qui sont faits en présentiel et qui regroupent Pôle emploi, Cap emploi, les conseils départementaux, les ARS, les conseils régionaux et les employeurs qui pour partager les bonnes pratiques dans la mise en œuvre de l'alternance au sein de la structure. Et donc là, l'idée, c'est d'échanger sur les freins que les employeurs et les institutionnels rencontrent, les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre pour pouvoir les démultiplier. Et il y a notamment eu des focus dans certaines régions sur l'accueil et d'alternants reconnus handicapés. Ces grands rendez-vous de l'alternance vont faire l'objet d'un livre blanc à la rentrée de septembre et qui sera diffusable et consultable pour tous les adhérents et pour tous les partenaires de l'OPCO Santé. Au niveau régional, il y a aussi des web réunions destinées aux adhérents de la région, animés par les conseillers, mais également ce qu'on appelle des ateliers méthodologiques qui rassemblent un petit nombre d'adhérents et qui partent de la problématique de l'adhérent. C'est-à-dire, voilà, je voudrais recruter en alternance un aide-soignant ou un AES ou un EduxP, mais comment je fais en fait ?
Et donc là, les employeurs sont accompagnés pas à pas de la rédaction de l'annonce à la présentation des différents partenaires vers qui ils peuvent se trouver pour trouver un candidat, jusqu'à comment on remplit un contrat, qu'il soit d'apprentissage ou de professionnalisation. Et ensuite, en dernier lieu, les délégations régionales participent à tous les événements de job dating mis en place par les régions. Et le salon emblématique, en fait, c'est le salon de Jeunes Avenir, où les délégations régionales sont présentes avec des employeurs pour rencontrer des personnes souhaitant intégrer le secteur par la voie de l'alternance. Merci beaucoup, Sylviane. Maintenant, j'aurais une question plus concrète. Je suis employeur et je souhaiterais embaucher des alternants moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés. Sylviane vient de nous donner des éléments de réponse, mais maintenant, je vais me tourner vers vous, Richard et Karine. Vers qui je me tourne finalement pour avoir des candidats ? J'ai juste une question directe par rapport à ce que Sylviane disait. Une question, comment pourra-t-on se procurer le livret blanc à la rentrée? Une question en direct. Alors, il sera, je parle sous couvert de mon service communication, mais je me renseignerai, on pourra mettre la réponse dans la foire aux questions à l'issue du webinaire. Il sera sans doute consultable sur notre site internet, mais il fera également l'objet d'événements de restitution. Alors, merci beaucoup. Trouver des candidats, pour revenir à ta question. Merci Richard. Je t'en prie. Pour trouver des candidats, donc il faut effectivement, comme habituellement, lorsqu'on recherche un candidat, se tourner vers le service public de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, en expliquant que vous souhaitez recruter aussi une personne en situation de handicap. On ne peut pas discriminer, donc on ne peut pas réserver une offre à une personne en situation de handicap, mais vous pouvez être conseillé par votre conseiller référent de Pôle emploi pour mettre cette offre en lien sur le site de Pôle emploi en toute légalité, avec à compétences égales, candidature de personnes en situation de handicap bienvenue, les différents textes possibles. Ensuite, le service public, donc que ce soit Cap emploi, Pôle emploi ou mission locale, nous allons sélectionner dans nos publics des personnes qui correspondront aux prérequis que vous nous avez annoncés en termes de savoir-faire, savoir-être, compétences, qualifications. Présenter à ces personnes, puisque sur les personnes en situation de handicap, on ne peut pas faire de requêtes informatiques très lourdes, on est obligé presque de faire du sur-mesure. Donc lorsque vous nous aurez déposé l'offre, on va voir dans les publics accueillis quelles sont les personnes qui peuvent correspondre à votre attente, et ensuite on déroulera le process de recrutement comme un processus lambda pour que vous puissiez recevoir des candidats qui correspondent à vos attentes. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez aussi vous tourner vers les organismes de formation qui, alors je vais prendre l'exemple concret de Faire ESS, où nous organisons à partir de février des visios, des informations collectives, des job dating. Nous avons également organisé 2 job dating là entre mai et juin pour les candidats à l'alternance et également pour leur délivrer des informations sur les métiers du travail social. Et donc, nous avons un certain nombre de candidats que nous accompagnons dans leurs projets. Et en sollicitant les organismes de formation, alors nous, c'est les métiers du travail social, mais si vous avez besoin de recruter ou si vous souhaitez recruter quelqu'un en apprentissage sur les métiers des espaces verts ou sur les métiers de la cuisine, je vous encourage à contacter les CFA métiers, donc les CFA de la CCI, les CFA des chambres des métiers, qui font exactement le même travail,
comme tout organisme de formation, d'accompagnement des candidats vers les employeurs potentiels qui pourraient les recruter. Donc, dans chaque organisme de formation, il y a un référent handicap. C'est obligatoire et prévu dans le cadre de Calliope, le référentiel qualité des organismes de formation. Et donc, en sollicitant le référent handicap, il y a également possibilité de déposer le projet employeur de recrutement et demander à être mis en lien ou à diffuser l'annonce pour pouvoir être mis en lien avec des candidats potentiels. Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers vous, Sylviane, pour savoir comment sont pris en charge les coûts liés à l'apprenti par l'OPCO, par une personne en alternance. Alors, les coûts liés à l'apprenti, en fait, les financements proviennent d'une dotation de France Compétences, en fait, qui est issue du 1% légal que versent les structures au titre de la formation. Donc, France Compétences nous reverse une dotation pour qu'on puisse financer les coûts liés à l'apprentissage. Et pour chaque diplôme, il y a ce qu'on appelle un niveau de prise en charge ou un coût contrat dans le langage commun qui est défini par les branches professionnelles. Donc ça, ce sont les propos introductifs. Ce qu'il faut savoir au niveau de la prise en charge par l'OPCO des coûts liés à l'apprentissage, c'est que les financements sont versés directement au CFA, en fait. Ils ne transitent pas par l'employeur, comme vous pouvez le connaître pour le contrat de professionnalisation ou pour vos actions de formation classiques dont vous demandez la prise en charge à l'OPCO. Donc, qu'est-ce qui est financé par l'OPCO? Alors, le premier gros poste de frais qui est financé directement au CFA, c'est le niveau de prise en charge qui est annuel et donc qui est multiplié par le nombre d'années de formation. Je donne un exemple. Je ne vais peut-être pas donner le chiffre exact, mais pour un moniteur éducateur, le niveau de prise en charge, il tourne autour de 8 500 €. Donc, pour 2 ans, on est à 8 500 € fois 2. Donc, c'est ce qui sera versé au CFA sur présentation de factures à des échéances fixes, en fait, qui sont définies par l'État, par décret. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce coût contrat peut être différent en fonction des branches professionnelles desquelles vous relevez. Donc ça, c'est le premier poste de frais. Le deuxième poste de frais qui est pris en charge par l'OPCO, c'est une subvention à l'hébergement et au repas, si toutefois le CFA prend en charge ces dépenses. Et dans ce cas-là, l'OPCO verse une subvention dont le montant est défini par décret. Donc c'est 3 € par repas et 6 € par nuitée. Un autre poste de frais qui est également pris en charge, ce sont les frais liés au premier équipement de l'apprenti. Donc là, en fait, si le CFA équipe l'apprenti de matériel nécessaire à l'exercice de son métier, c'est pris en charge par l'OPCO. Dans le cadre de la crise sanitaire, il y a eu aussi une dérogation pour que les apprentis puissent être tous équipés de matériel informatique pour pouvoir, le cas échéant, pouvoir suivre les cours en distanciel, en fait. Et donc, cette prime au premier équipement, elle est de 500 € et elle est également versée directement au CFA. Ensuite, on a différentes autres aides qui sont peut-être plus à la marge et elles concernent la mobilité internationale. C'est-à-dire que si l'apprenti fait une période de mobilité dans le cadre de son contrat d'apprentissage, on le trouve souvent sur les régions frontalières dans le Nord avec des périodes en entreprise en Belgique, dans le Grand Est, en Allemagne, dans le Sud, en Espagne. Il y a
comment dire, il y a une prise en charge en fait des frais de mobilité internationale, dont les frais de transport pour la mobilité, c'est-à-dire pour aller dans le pays, et on continue à verser la subvention pour l'hébergement et le repas, si toutefois toujours le CFA prend en charge ces coûts. Il y a également, je ne vais pas le détailler, mais une subvention versée à l'OPCO au CFA dans le cadre de l'apprentissage sur les territoires ultramarins. Je ne sais pas si ça concerne grand monde dans l'Assemblée, mais je le précise. Et si besoin, vos conseillers sont là pour pouvoir vous accompagner sur le sujet. Merci beaucoup. Peut-être, Sylviane, les aides aussi aux maîtres d'apprentissage? Alors, les aides aux maîtres d'apprentissage, en fait, ça, ce qu'on va financer, c'est la formation des maîtres d'apprentissage, qui est obligatoire dans l'accord de branche du secteur associatif. Donc, il y a des dispenses si le maître d'apprentissage est par ailleurs formateur, par exemple, ou s'il a certains diplômes, il y a des dispenses de modules. Mais dans le cadre de la formation des maîtres d'apprentissage, il y a une prise en charge de la formation qui dépend en fait si vous enclenchez une formation de droit commun ou une formation de branche en fait. Le financement est différent, mais là dans ce cas en fait, on finance directement l'employeur. C'est plus une aide versée au CFA, c'est une aide financée à l'employeur. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans l'accord de branche du secteur associatif prévoit une indemnité pour le tuteur de 100 € par mois d'exercice, et ces 100 € peuvent être imputés sur le budget de formation de l'association ou de l'établissement. Et par ailleurs, la loi prévoit aussi on appelle ça l'indemnité à l'exercice de la fonction tutorale. Et donc là, c'est une indemnité qui est versée à l'association, à la structure, qui est de 230 € par mois pendant 12 mois lorsque on encadre un apprenti, et cette aide est valorisée si le tuteur a plus de 45 ans ou s'il accueille un apprenti reconnu handicapé. Cette aide est de 6 mois pour le contrat de professionnalisation. Mais vous pouvez trouver tous ces éléments, j'en profite pour faire une page de pub pour l'OPCO, sur le site internet de l'OPCO dans la rubrique alternance. Et donc, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez un accès, je suis un alternant et je veux trouver un contrat d'apprentissage, je suis employeur ou je suis un partenaire ou CFA. Et donc, tout ce que je viens de dire, vous le retrouvez dans des fiches dans cet espace. Merci beaucoup Sylviane pour toutes ces riches informations et pour les liens indiqués. Pardon Richard. Non, j'allais dire qu'il y a aussi une question qui est arrivée auquel Sylviane peut peut-être répondre. Pour la formation des maîtres d'apprentissage, les frais sont pris par le CIFA. Alors, il y a des fonds mutualisés de branche et alors, je dis une bêtise, c'est pris sur les fonds de l'alternance pour le maître d'apprentissage. C'est pris sur les fonds mutualisés de branche pour le contrat d'apprentissage. Et moi, je voulais rebondir sur 2 questions qui ont été posées préalablement. Les ESRP également, donc effectivement, les établissements de services et réadaptation professionnelle, ex-CRP, centre de reclassement professionnel, peuvent être aussi une bonne méthode de sourcing pour les entreprises qui souhaiteraient recruter des personnes en situation de handicap. Il y a des centres de reclassement, des ESRP, pardon, j'ai encore du mal à me faire à ce nouveau nom, dans une grosse partie des départements de France. Beaucoup de formations sont proposées et vous pouvez donc aussi vous servir de ces établissements financés par l'assurance maladie pour trouver des candidats. L'autre question d'une des spectatrices, c'était en situation de handicap, je souhaiterais faire une reconversion dans les métiers administratifs, il me faut une formation.
quelle aide mise en place, où se renseigner. Alors pour ça, on ne va pas pouvoir répondre de manière individuelle. Si vous êtes en phase de reconversion, il y a de bonnes chances que vous soyez en demande d'emploi ou avoir eu un licenciement pour inaptitude. Si c'est le cas, il faut bien entendu informer le conseiller Pôle emploi que vous êtes en situation de handicap et il vous expliquera toutes les manières de financer ces formations, tant via des contrats en alternance bien sûr, mais aussi pourquoi pas avec des formations financées soit par Pôle emploi, soit par la région. Si vous êtes encore en situation d'emploi, que vous êtes dans l'emploi, vous pouvez contacter le Cap emploi de votre département pour faire intervenir l'axe 2 de Cap emploi, qui est le maintien dans l'emploi. Alors, le maintien dans l'emploi, ça ne veut pas dire obligatoirement rester sur le même poste. Ça peut être j'étais moniteur éducateur, mais physiquement, aujourd'hui, je ne peux plus. Je dois passer sur un poste administratif. Et là, on peut vous accompagner pour vous faire monter en compétences et vous former pour que vous puissiez passer sur un poste plus administratif au sein de votre structure ou dans un autre établissement. Merci beaucoup. Je crois qu'on a eu une réponse, mais je vais quand même poser une question à Christine. Au niveau de l'OETH, quelles sont les aides pérennes dont je peux bénéficier en tant qu'employeur par rapport à l'embauche d'une personne en alternance? Alors, en tant qu'employeur, donc relevant de l'accord OETH, donc adhérent à la FEAP, à la Croix-Rouge française ou à Nexem, eh bien, vous pouvez bénéficier d'aides financières liées au contrat d'alternance, donc apprentissage, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, et quel que soit le métier envisagé également. Donc, OETH va apporter une aide financière jusqu'à 5 000 € par an. Une fois les aides de tiers déduites, OETH intervient toujours donc en seconde intention après les aides de tiers, donc après les aides de la région, Pôle emploi, éventuellement si la personne est recrutée en tant que demandeur d'emploi à longue durée, mais aussi donc de l'OPCO santé, puisque l'OPCO vient de citer une série d'aides financières, et donc OETH intervient ensuite. Donc je parlais de 5 000 € par an et même de jusqu'à 10 000 € en fait par an pour certains publics, précisément les personnes issues des AT, de l'emploi accompagné, les demandeurs d'emploi à longue durée ou encore du dispositif OASIS qu'on a déjà évoqué. L'employeur peut également bénéficier d'aides financières pour l'accompagnement en interne. Donc pour les stages de plus de 40 heures et donc pour favoriser l'accueil du stagiaire, une aide est attribuée, une aide financière donc de 300 € par mois et même de 500 € par mois pour les publics prioritaires que j'ai cités tout à l'heure. Et pour accompagner à la prise de poste également, donc pour bénéficier d'un tuteur en interne, pour que la personne en situation de handicap puisse se familiariser plus facilement à son nouvel environnement au sein de l'entreprise. Donc, pour se familiariser aux nouvelles tâches, OETH va financer jusqu'à 2 000 € cet accompagnement. Voilà pour les aides financières qu'accorde OETH à ses employeurs. Merci beaucoup, Christine. Pouvez-vous préciser juste par rapport à l'aide octroyée dans le cadre de l'embauche en alternance d'une personne demandeur d'emploi longue durée, qu'est-ce qu'on entend par longue durée? C'est à partir de quand? C'est plus de 12 mois. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Cette fois-ci, Sylviane Richard, il y a eu par le passé des aides exceptionnelles de l'État dans le cadre du plan de relance dont les employeurs pouvaient bénéficier pour l'embauche d'une personne en alternance. Où en est-on et qu'en est-il de ces aides exceptionnelles? On a eu une bonne nouvelle dernièrement, puisque ces aides normalement exceptionnelles qui ont été lancées pendant la période Covid devaient normalement s'arrêter le 30 juin. Et le nouveau ministre du Travail nommé a annoncé, donc les décrets ne sont pas encore sortis, mais en tout cas, il a annoncé que l'aide exceptionnelle sur l'apprentissage serait prolongée au moins jusqu'au 31 décembre 2022. Karine, je te laisse expliquer peut-être l'aide exceptionnelle.
Ce que je peux peut-être compléter, c'est que l'employeur, en première instance, n'a pas de démarche particulière à faire pour avoir l'aide exceptionnelle. En fait, c'est la transmission du contrat à l'État via un tuyau informatique entre l'OPCO et l'État et le ministère du Travail, qui est la démarche initiale pour pouvoir bénéficier de l'aide. Et après, la structure compétente qui instruit la demande vérifie si tout est OK pour pouvoir attribuer l'aide. Un des éléments importants qu'il faut avoir en tête, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés en première instance pour le versement de cette aide, c'est que l'aide est versée au niveau du SIRE de l'entreprise, de l'association, et que la moindre le moindre écart en fait peut amener un blocage dans le versement de l'aide. Je donne un exemple. On va dire que l'association s'appelle Notre-Dame de la Croix, par exemple, et l'établissement c'est l'établissement qui relève de l'association Notre-Dame de la Croix, mais qui s'appelle Sainte-Marguerite. Et ben l'ASP, ils comprennent pas en fait. Ça passe en erreur. Donc voilà, donc il faut, et nous en fait on accompagne les employeurs à ça. Faites bien attention de mettre la bonne raison sociale au niveau de votre CERFA pour que après les services de l'État ne se posent pas 40 000 questions. Alors l'ASP, pour ceux qui ne connaîtraient pas, juste, c'est l'agence de services et de paiement. C'est la structure d'État, donc effectivement, qui verse les aides aux employeurs qui prennent des contrats aidés, type parcours emploi compétences, contrat d'apprentissage. Juste peut-être pour clarifier les choses, donc ces aides ont été prolongées et il y a une condition de seuil, c'est-à-dire de seuil d'effectif. Pour les moins de 250, l'aide est de 5 000 € pour un apprenti mineur, 8 000 € pour un alternant majeur. Donc pour les moins de 250, il n'y a pas de condition. Par contre, pour les établissements de plus de 250 équivalents temps plein, donc il y a un engagement à recruter 5% d'alternants dans une année de référence ou 3% d'alternants si on observe une augmentation de 10% de l'effectif. Alors c'est un petit peu technique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même une condition d'effectif et d'engagement à recruter pour les plus de 250. Merci beaucoup à chacun pour toutes ces précisions. Par rapport à cette question des aides exceptionnelles, on n'est pas allé dans le détail car nous n'avons pas aujourd'hui les décrets d'application. Mais lorsque nous les aurons, nous ferons une infographie ou un webinaire plus technique justement pour rentrer, comme vous disiez Karine à l'instant, vraiment dans le détail et la coordination des différentes aides évidemment qui se cumulent avec celles que Christine vous a présentées juste avant. Et pour la question qui est posée, effectivement, terme identique ou pas, pour l'instant, on sait qu'elles sont prolongées jusqu'au 31 décembre. C'est juste une déclaration faite par le ministre devant la presse. Donc, on n'a pas plus de détails. Est-ce que ça sera à l'identique ou pas? On l'espère. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous l'assurer. Donc, on attend les décrets d'application pour ça. Tout à fait, notamment par rapport à ce qui était précisé par Karine sur ce seuil d'effectif de 250 salariés. Et donc, autrement, je suis employeur, je recrute une personne en alternance, bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Cette personne a besoin d'un aménagement sur son poste, mais également sur le centre de formation. Comment fonctionnent les aides? Christine, lorsque la personne est en poste, comment cela fonctionne pour l'employeur? Comment peut-il faire pour répondre à ce besoin de compensation? Alors, pour les besoins de l'apprenti en entreprise, attention, c'est bien en entreprise, parce que c'est différent en centre de formation. Donc, quand vous, en tant qu'employeur, donc adhérent au ETH, vous avez un apprenti qui a des besoins de compensation,
eh bien, on va pouvoir vous apporter un financement, justement. On va intervenir précisément sur le surcoût lié au handicap. Concrètement, en fait, OETH va pouvoir financer du matériel spécifique, du matériel pour déficience sensorielle, de l'aménagement de véhicules, par exemple, lorsqu'il est utilisé par le salarié, bien, enfin par le stagiaire, de l'aide au trajet, etc. Excusez-moi, utilisé par le salarié. On parle bien de salarié en entreprise, donc c'est bien lorsqu'il a le statut de salarié. De l'aide au trajet. Et voilà, plus le matériel ou l'aide sera adapté à la personne, et donc plus il sera spécifique et plus l'aide d'OETH va être importante. Voilà ce qu'il faut retenir. Vraiment, l'intervention se fait sur la compensation du handicap. Voilà en quoi consiste l'aide financière d'OETH. Et donc voilà, OETH va pouvoir financer intégralement du matériel strictement spécifique. Je prends l'exemple d'un bloc-notes braille. Dans ce cas-là, on va pouvoir le prendre en charge à 100% puisqu'on est dans du matériel strictement spécifique. Et en amont, d'ailleurs, s'il est nécessaire de réaliser une étude ergonomique ou même une étude fonctionnelle et ou organisationnelle pour bien délimiter les besoins de la personne au sein de l'entreprise, OETH va pouvoir aussi intervenir sur le financement de cette étude. Alors voilà, petite précision aussi, vous retrouvez toutes ces aides, comme l'a dit Lopco tout à l'heure, toutes ces aides, vous pouvez les retrouver sur le site d'OETH. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez une question, en fait, vous pouvez interroger la permanence d'accueil d'OETH qui est ouverte tous les matins de 9h à midi, donc au 01 40 60 58 58. Et donc là, on pourra véritablement vous apporter une réponse adaptée à la situation que vous rencontrez. Merci beaucoup, Christine. Donc, je reprécise, c'est bien quand la personne en alternance est en poste, quand elle est dans un établissement adhérent à l'accord OETH. Et du coup, Karine, Sylviane, je me tourne vers vous parce que lorsque la personne, dans l'autre cas, a besoin d'un aménagement également sur le centre de formation, comment cela fonctionne? Quel est le rôle du CFA et le rôle de l'OPCO dans la prise en charge de ces aménagements? Alors, donc dans le cadre de la mise en place d'un contrat d'apprentissage d'une personne porteuse de handicap avec une RQTH, donc comme je l'expliquais précédemment, il y a un référent handicap qui est obligatoire dans tout centre de formation, et donc il doit y avoir une première évaluation des besoins en compensation nécessaires à mettre en place dans le cadre de ce parcours. Donc, dans le cadre de ce premier entretien, avec les éléments de parcours antérieur, s'il y a eu un GEVASCO, des éléments de compensation déjà existantes, nous évaluons avec la personne et en fonction de son type de handicap, les besoins en compensation au regard de la pédagogie. Et ensuite, nous avons possibilité d'appeler un surfinancement dans le cadre du financement du contrat d'apprentissage, donc d'appeler auprès de l'OPCO une majoration du coût contrat qui va jusqu'à 4 000 € pour permettre soit d'équiper ou d'équiper avec un matériel adéquat l'apprenti, soit, et nous on l'a fait dans le cadre de notre centre de formation, renforcer d'un point de vue pédagogique avec des heures de soutien le démarrage du parcours ou tout au long du parcours. Donc voilà, dans le cadre de ce premier entretien, nous évaluons et nous chiffrons donc jusqu'à 4 000 €. Nous nous adressons à l'OPCO et nous sollicitons l'OPCO pour qu'il puisse abonder et majorer le coût contrat pour pouvoir accompagner le parcours de la personne en situation de handicap. Alors, sachant que cette aide est révisable chaque année sur une formation de 3 ans, on peut réviser, ajuster les adaptations nécessaires en fonction de la progression pédagogique.
Alors, pour compléter, et je ne dirais pas grand-chose en fait, mais nous, en fait, on fait confiance à nos partenaires CFA et à partir du moment où on a la preuve de la RQTH et que le CFA nous indique dans sa convention de formation qu'il y a une adaptation du matériel qui nécessite une majoration du coût contrat de 3 000, 3 500, enfin, jusqu'à 4 000 €, eh ben, on majore le coût contrat de cette somme-là qui est versée au CFA. Et simplement, Sylviane, juste pour préciser, donc on parle souvent de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais pour pouvoir bénéficier de cette aide, il s'agit d'avoir la RQTH particulièrement et de l'avoir, disons, qu'elle soit clairement octroyée. Un récépissé de dépôt de la demande n'est pas suffisant. Non, tout à fait. Par contre, si cet octroi, on va dire, arrive en cours de contrat, on peut retravailler avec le CFA pour pouvoir majorer le financement du contrat d'apprentissage. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous arrivons sur la fin de nos différentes interventions. Donc, on va répondre maintenant à vos questions. Donc, il y a quelqu'un qui vient juste de nous demander si c'est aussi le cas pour les ESRP. Non, enfin, je vous laisse répondre. Sylviane. Alors, les ESRP, c'est les centres de reclassement professionnel. On finance les CFA, en fait. Alors, pour la GFIP, je ne sais pas pour le ETH, mais pour la GFIP, les ESRP et ex-CRP sont exclus de cette aide puisque leur existence même, c'est la formation des personnes en situation de handicap. Pour répondre au spectateur anonyme qui demandait s'il y avait des postes de médiatrice sociale en alternance, alors oui, j'en ai pas eu connaissance moi dans le secteur, mais en regardant vite fait sur Google, j'ai vu que effectivement il y avait des centres de formation qui proposaient cette formation. Et si les centres de formation le proposent, ça veut dire que derrière il y a des employeurs qui recherchent. Je ne sais pas si c'est très courant ou pas, mais Karine, tu sauras mieux. Montpellier, nous proposons cette formation et nous la proposons aussi en contrat d'apprentissage. Et donc, en général, ce sont les IRTS qui portent ces formations. Et donc, comme elles rentrent dans les critères d'ouverture à l'apprentissage, il suffit de vous rapprocher du centre de formation en travail social le plus proche et de leur demander s'ils l'ouvrent à l'apprentissage. En tout cas, juridiquement, rien n'empêche un centre de formation de pouvoir l'ouvrir à l'apprentissage, sous réserve bien sûr qu'il se soit constitué CFA, mais la formation en elle-même qui recouvre le temps de formation qui est enregistré au RNCP peut s'ouvrir à l'apprentissage. Merci beaucoup, Karine. Alors, on a une question qui est plutôt vaste, qui nous demande s'il y a un suivi de la personne ayant une RQTH et quelles sont les limites de l'employeur à l'employeur donné dans le cadre de ce suivi. Je peux peut-être répondre sur le suivi pédagogique et tout au long du contrat. Donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a des référents handicap dans les organismes de formation, dans les CFA également. Et donc, ce sont les référents handicap qui sont désignés comme devant assurer le suivi des personnes dans leur parcours de formation. Et donc, en tout cas, nous, ce qu'on met en place, c'est à minima une rencontre annuelle. Une première rencontre au démarrage du contrat, puis une rencontre annuelle. Donc, la première année, il y a 2 rencontres. Et ensuite, nous avons des permanences. Le référent handicap est en permanence de façon hebdomadaire. Donc, avec possibilité pour
stagiaire, enfin l'apprenant, de solliciter le référent handicap. Et dans le cadre des contrats en alternance, la question de la compensation sur le lieu d'emploi est aussi abordée lors de la première visite au sein de l'établissement, puisqu'au démarrage de tout contrat d'apprentissage, il y a cette première rencontre qui permet d'identifier le rôle de chacun et d'accompagner au mieux le démarrage du parcours. Et donc, pour les contrats en alternance porteurs de handicap, il y a voilà, la question de en tout cas des besoins en compensation qui est abordée. Après, ça peut être, il n'y a pas de besoin important de compensation à mettre en place, comme ça peut être quelque chose autour de l'adaptation des horaires, la fatigabilité, enfin voilà. Donc, c'est un espace d'échange au démarrage du contrat. Merci beaucoup, Karine. Et je vais juste poser une dernière question parce qu'on est à 11h14. Sylviane, par rapport aux aides exceptionnelles, doit-on mettre sur les CERFA le nombre de salariés du SIRET ou celui du siège social? En fait, tout se passe pour l'aide exceptionnelle au niveau du SIREN. Donc, on met le SIREN et on met l'effectif global de l'association. D'accord. Merci beaucoup. Écoutez, nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Je vous remercie d'être restés avec nous tout au long de ce webinaire. Je remercie également Sylviane, Karine, Christine et Richard pour leurs riches interventions. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Et donc, pour rappel, le webinaire sera disponible en replay et en podcast sur le site internet. Et les différentes questions qui ont été posées, réponses, seront dans une foire aux questions et on répondra à toutes les questions posées auxquelles nous n'aurions pas pu répondre, même si je crois que nous avons répondu à une majorité des questions posées. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous et à très très bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.